Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi et très heureux de recevoir Frédéric Paulin ce soir pour cette 372e rencontre Vlil. Et donc, on vous reçoit ce soir, Frédéric, pour celui-ci, Rares ceux qui échappèrent à la guerre. C'est le deuxième tome de cette trilogie libanaise dont on va parler ce soir. Après Nul ennemi comme un frère, aux éditions Agulot, qui est sorti en août dernier. Le rythme de publication est à peu près en un an pour la trilogie. On va parler également de ce rythme de publication juste après. Déjà, je suis vraiment ravi de Frédéric de vous recevoir parce qu'on vous voit peu finalement dans les médias et c'est un petit événement, mine de rien, de vous avoir parce que vous avez beaucoup de choses à dire et Mm. surtout vos écrits sont particulièrement singuliers dans le monde du roman noir et je dirais même dans le monde du roman, tout simplement, pas uniquement noir puisque vous abordez beaucoup de thématiques contemporaines, vous abordez le passé mais avec cet angle extrêmement contemporain aussi qui font ressurgir des thématiques actuelles. Et vous le voyez, il y a de sacrés parallèles avec vos histoires. Alors avant de parler de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous parliez de cette trilogie, de cette envie d'aller sur le terrain libanais, après celui de l'Algérie. Vous avez si bien écumé pour la dernière trilogie. Qu'est-ce qui vous anime pour construire ces romans finalement au long cours sur 3 volumes? Il y a deux choses Bonjour à tous, au fait, merci d'être là, c'est super, ça m'impressionne un peu, c'est la première fois que je fais ça, mais enfin bon. Il y a deux choses qui me poussent sans doute à aller sur ce terrain-là, comme vous dites. D'abord, quelque chose de personnel, si on peut dire. J'ai l'impression, plus j'écris sur ces moments de l'histoire récente, plus je le dis souvent quand on me pose la question, mais plus je réponds à ce petit garçon ou ce jeune homme que j'étais et qui voyait se passer des choses dans le monde, qui ne les comprenait pas forcément, qui interrogeait ses parents ou les adultes et qui n'avait pas forcément les réponses euh, pour comprendre en fait le tableau d'ensemble. Cependant, je pense que même les adultes et mes parents n'avaient pas la compréhension de ce tableau d'ensemble. Quand on parle de l'Algérie des années 90 ou de la guerre du Liban entre 75 et 90, grâce à ma documentation, j'ai compris, enfin, à la somme de doc que j'ai amassé avant d'écrire, j'ai compris que il y avait des choses qui se passaient en coulisses et dont personne ou très peu de gens étaient au courant et qui expliquaient en fait ce qui s'était déroulé pendant cette quinzaine d'années au Liban en tout cas. Il y a ça. Donc oui, c'est un aspect un peu personnel, un peu. Enfin, je réponds à, j'essaye de trouver les réponses à ces questions que je me posais gamin, mais je crois aussi que j'écris sur cette histoire récente euh, pour questionner le rôle de la France, et ça c'est peut-être un peu plus politique, pour questionner le rôle de la France sur ces théâtres de guerre en fait, qui se sont déroulés de l'autre côté de la Méditerranée, parfois en Afrique et tout ça. Et au fur et à mesure que j'écris mes livres et que je regarde tous ces livres qui s'entassent au-dessus de mon bureau, je me dis que c'est peut-être pour ça que j'écris, pour essayer de comprendre pourquoi la France se retrouve, dans le cas de la trilogie libanaise, les mains dans le bourbier libanais et plus encore, pourquoi il y a des attentats au milieu des années 80 à Paris sont en lien direct avec le Liban. Pourquoi on a des compatriotes enlevés au Liban. Voilà. Ce genre de truc, c'est essayer de comprendre pourquoi mon pays était pris à partie sur son propre sol, mais sans doute partie prenante sur le sol libanais, quoi. Ça, voilà, c'est un côté un peu plus politique. C'est pour ça que j'écris des romans. Et vous aviez raison de préciser d'ailleurs que on s'éloigne un peu du polar, en tout cas du roman policier stricto sensu, pour atterrir en fait à une espèce de confluence entre le roman historique, bien sûr le roman d'espionnage, mais peut-être un roman un peu politique également, quoi. Et oui, et justement, par rapport à cette France que vous décrivez, parce que la France prend plus d'importance dans ce second tome, dans ce deuxième tome que dans le premier, vous mettez en avant toute cette responsabilité française, et on a l'impression aussi que plus les livres avancent, et plus la responsabilité de la France est grande. Au fur et à mesure de vos romans, vous mettez en avant
tellement de choses, une telle densité de propos, de faits, d'actes qui sont, comment dire, pour être poli, qui sont tellement irrespectueux finalement du monde extérieur que Mhm. euh, ça nous questionne aussi sur les leçons de morale qu'on peut faire en tant que pays à d'autres. Ah Je oui, bien trouve sûr. Ouais. voilà, je trouve que la responsabilité de la France, elle est immense et souvent on la minimise beaucoup dans différents conflits. Et je trouve que vous mettez en avant, vous mettez le doigt sur cette responsabilité beaucoup plus que d'autres. Est-ce que Ouais. c'est un choix fort finalement? C'est un choix extrêmement fort, un choix politique, mais un choix fort. Bien sûr que c'est un choix. Cependant, je nuancerai le propos en disant je ne suis pas persuadé que un pays en entier soit responsable. Vous voyez, c'est souvent des individualités, des coteries, si on peut dire, et des partis politiques ou des membres de ces partis politiques qui agissent aussi pour faire avancer leur bille, en gros, quoi. Donc c'est quand même, je suis pas en train de tirer sur la France. À boulet rouge par plaisir de jouer les anarchistes. Non, enfin c'est plus subtil que ça. Et je dirais même que alors je suis français, je suis citoyen français en écrivant. J'espère avoir un rôle de citoyen français également. Mais beaucoup de pays, si ce n'est tous, ont cette attitude-là vis-à-vis d'autres pays, d'autres groupes sociaux, ethniques ou religieux, quoi. Lorsque je traitais de la guerre civile en Algérie dans les années 90, et lorsque je disais que le gouvernement algérien manipulait les terroristes islamistes, c'était pas le gouvernement en son entier, mais c'était certaines parties aussi qui faisaient avancer ces pions sur l'échiquier politique interne. Et c'est le cas pour la France. C'est souvent le cas pour la France. Vous voyez, cette nuance est importante à préciser parce que ça n'aurait pas de sens de dire oui, la France, même si en tant que pays ayant eu un empire et ayant eu des colonies, étant un des pays enfin des 7 pays les plus industrialisés, les plus puissants du monde, on a forcément une plus grande responsabilité. Mais il y a quand même des nuances à apporter, voilà, Bien si on sûr, peut tout dire. à fait, tout à fait. J'aimerais savoir finalement comment s'est fait le découpage de cette trilogie. La première question est, entre guillemets, est-ce que la trilogie a déjà été totalement écrite? Est-ce que dès le début, les 3 livres étaient déjà écrits? Est-ce que c'est simplement un découpage pour que, évidemment, ce soit plus digeste? Ou au contraire, vous écrivez au fil du rythme de parution, à peu près, alors, j'aimerais bien savoir déjà combien de temps ça vous a pris, parce que la densité dont je parlais tout à l'heure est immense. Au-delà des personnages, c'est surtout les imbrications de chaque pays et de chaque lien qui s'effectue entre eux. Combien de temps ça vous a pris, Frédéric? Et ensuite, par rapport au découpage de cet homme, comment vous y êtes-vous pris? Oui, combien de temps ça m'a pris? C'est une question à laquelle j'ai du mal un peu à répondre parce que au sens où ce truc quand même m'habite depuis longtemps et je disais tout à l'heure que c'était quand j'avais 10-12 ans que j'étais devant la télévision et que je voyais, enfin je sais pas si je le disais, mais que je voyais la gueule, enfin le visage des otages français au Liban qui apparaissaient au journal d'Antenne 2 tous les soirs. C'était déjà quelque chose qui me questionnait au fil des années, quand je suis devenu adulte, je m'intéressais tout le temps à cette histoire parce que j'ai toujours eu l'idée que cette guerre du Liban que je traite dans cette trilogie, donc qui commence en 1975 et qui finit théoriquement par l'accord de Taïf en 1990, j'ai toujours eu l'impression que cette guerre continuait sous d'autres formes, de manière moins évidente, si vous voulez. Mais bon, il y avait des attentats, il y avait des altercations entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les chiites, le Hezbollah, avec la Syrie qui était présente et tout ça. Bon, pour moi, cette guerre continuait. Donc, je m'intéressais. Dès que je voyais un article, dès que je voyais un bouquin, je lisais. Donc, j'étais peut-être déjà dans un début, l'idée de peut-être un jour en faire quelque chose. À un moment, je suis devenu écrivain. À un moment, bon, voilà, on a commencé à lire un peu mes bouquins. Et donc, je ramassais plus de documentation, mais j'étais déjà dans une logique là, à ce moment-là, d'écrire quelque chose là-dessus. Je savais pas trop quoi. Et il se trouve que il y a maintenant, j'imagine, ça a dû commencer en 2002 en 2022 où je me suis dit
voilà, fais quelque chose sur le Liban. Et au début, je voulais faire un truc sur les otages français au Liban. Voilà, je me suis dit, on va parler de cette histoire-là. Sauf que cette histoire-là, elle prend sens dans un contexte plus large qui est la guerre du Liban. Et que moi, je me suis dit, tiens, il faut contextualiser un peu. Et le problème, c'est que je me suis fait happer par une espèce de masse documentaire et que la guerre du Liban en elle-même est devenue mon sujet, quoi. Voilà. Mais disons que j'ai commencé sérieusement à l'écrire, à amasser de la documentation, à prendre des notes, à regarder des films, à lire des romans, essentiellement libanais, qui parlaient de cette guerre euh, en 2022 à peu près quoi. Donc le premier volume de cette trilogie est sorti en septembre 2024. Je dis 2022, mais c'est peut-être 2021 d'ailleurs. Ouais, bon, enfin, à peu près. Il me faut comme ça 2 ans, 3 ans pour écrire ces 3 romans à peu près quoi. Et alors, parlons du découpage parce que ces 3 romans, je dis ces 3 romans, mais en fait, c'était un seul roman à la base. Parce que en me documentant, tout à l'heure, je suis parti dans une histoire qui était un peu tentaculaire, si on peut dire, avec des personnages qui étaient français, qui étaient libanais, mais qui étaient aussi chiites, qui étaient maronites au Liban, qui étaient OPS en France, ORPR aussi. Enfin bon, c'était une multitude de chapelles, alors de chapelles en France, de chapelles politiques, mais de communautés aussi, parce qu'il faut voir que ce pays, quel, je, je m'attaque en écrivant ces romans. Euh, Au Liban, il y a 18 communautés différentes, il y a plein de pays autour qui ont été partie prenante de la guerre au Liban. Enfin, c'est un truc assez complexe, quoi. Donc voilà, je me suis fait avoir. J'ai commencé à écrire en me disant on va voir ce que ça va donner. Et puis à un moment, j'avais quand même l'équivalent de, je sais pas, mes romans là doivent faire 450 pages par opus. Et encore, j'ai un peu étayé. On a travaillé avec mes éditeurs, donc j'ai un peu élagué, si on peut dire. Mais j'avais 1500, ouais, 1500, 1700 pages bouquins, quoi. Enfin, et donc ça, c'est évidemment mes éditeurs, ça leur a fait passer des nuits blanches, quoi, en se disant on va jamais pouvoir sortir un bouquin de 1500 pages. Donc, il y a eu un second travail qui a été d'essayer de le diviser en trois, quoi. Et il s'est trouvé que euh, voilà, enfin, on arrive à 2 moments clés de cette grande histoire franco-libanaise, hein, je précise, et c'est d'ailleurs ces 2 moments clés sont plutôt français et qui correspondaient à 3 romans, quoi, en fait. Ça a été un peu une chance. Je veux dire, j'ai pas eu à réécrire les 1500 pages et les remettre en place. Voilà, j'ai trouvé cette partie. Ce qui fait on sort 3 romans qui sont, enfin, je le reconnais, assez épais, peut-être un peu compliqués, effectivement, mais ça donne ces trois entités qui, en fait, au début, ne font qu'un seul roman, quoi. Ouais. Et alors, notre chance, c'est qu'en principe, un auteur qui écrit 3 romans, il y a beaucoup d'attentes finalement. Et là, il n'y en a pas trop parce que le dernier est sorti en septembre, celui-ci est sorti là il y a quelques jours et le prochain sortira en août prochain, août ou Oui, septembre prochain. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir finalement compilé aussi les dates de parution pour avoir dans un cycle d'1 an, les 3 romans qui peuvent se lire finalement d'une traite. On peut les lire séparément. Ce serait dommage, c'est évident, je vous le cache pas, ce serait dommage de les lire séparément parce qu'il y a véritablement une histoire derrière chacun des personnages et aussi des conflits générationnels, une histoire sur le long cours avec une histoire familiale. Donc ce serait dommage de s'en priver. Mais pour ceux qui vraiment ne veulent pas partir sur les trois, vous pouvez évidemment les lire séparément sans aucun problème. oui, je pense aussi, ouais. Je veille un peu à ça aussi. Enfin, là, pour le coup, j'ai pas trop veillé à ça, mais dans la précédente trilogie, qui était vraiment, on pouvait attaquer le dernier, ou le deuxième et tout ça. Là, il se trouve que ça fonctionne aussi, ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça, là, on est dans une chronologie qui suit vraiment, quoi. Donc, quant à faire, autant commencer par le premier, ouais. Ça aide. Ça aide Ça aide. forcément. J'aimerais que vous nous parliez finalement de votre travail de recherche qui est faramineux.
Comment vous avez traité le sujet? Tout à l'heure, vous aviez dit que c'était quelque chose d'ancré en vous depuis quelques années et que finalement l'idée de ce roman est apparue en 2022. Comment, en si peu de temps, on peut compiler autant d'informations et lier cette réalité et cette fiction, puisque tout est vrai. Alors, je m'amusais quand je vous lisais à chaque fois à aller vérifier chacune des informations, tellement parfois ça paraissait Ouais, assez dingue. Et en fait, tout est vrai, excepté les personnages dont on parlera tout à l'heure. fictionnel, ouais. Ouais. Et vous allez au creux, vous remplissez les creux de l'histoire. Mais d'abord, j'aimerais vraiment que vous nous parliez de ces recherches documentaires. Euh, c'est une guerre qui finalement est peu connue en France aujourd'hui, pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Elle est quand même extrêmement peu connue. Alors, il y a des résurgences depuis quelques années Ouais. peut-être, mais c'est pas la plus connue finalement, contrairement à la guerre d'Algérie qui a quand même plus de résonance. Comment vous avez travaillé le sujet? Bah, déjà, moi, je travaille sur ce qu'on appelle des sources ouvertes. C'est-à-dire que euh, tout le monde pourrait se constituer ma documentation, quoi. Il faudra en avoir l'envie. Il faudra en avoir le temps aussi. Je reconnais que c'est beaucoup de temps. Vous disiez depuis 2022 comment on fait tout ce boulot. Moi, c'est un peu enfin, parfois, c'est un boulot à plein temps. C'est mon métier. Donc, je fais ça. Et quand je suis en phase de documentation très importante ou en phase d'écriture, je peux écrire. Alors, je dis pas 20, enfin, ouais, au moins 6 heures de suite, comme ça, rester dans mon bureau. Enfin, c'est un métier. Enfin, c'est un métier. Oui, c'est un métier. C'est bizarre de dire ça, mais effectivement, un écrivain, c'est un métier. Et se documenter aussi, c'est un métier. Cependant, je travaille sur ce que je disais, des sources ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est venu me voir. Enfin, un ancien de la DGSE, un ancien d'une milice libanaise ou chiite qui est venu me voir en me disant j'ai un scoop à te donner, ça va faire avancer ton boulot. Moi, je bosse sur des trucs, sur des biographies, sur des. Vous disiez que c'est une guerre peu connue en France, et effectivement, c'est peu connu. Néanmoins, il y a une grosse il y a un gros travail universitaire qui a été fait sur la guerre du Liban. Il y a des universitaires français et pas seulement français qui sont vraiment penchés sur ce moment-là. Donc, c'est déjà une bonne base. Et comme vous disiez, quand je traite dans mes romans de l'histoire avec un grand H, euh, j'essaye de pas déformer cette histoire-là, de pas mentir sur cette histoire-là, de pas euh, même fausser la chronologie. La grande histoire avec un grand H a même plutôt tendance à modifier mon histoire fictionnelle, vous voyez. C'est là où j'ai un peu l'idée de la destinée de mes personnages, mais parfois, parce que la documentation continue à se faire pendant l'écriture du roman, des fois je tombe sur des choses qui me font modifier ma fiction. Enfin, l'idée que j'avais de la vie qu'allaient avoir mes personnages pendant ces 15 années, quoi. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, oui, voilà. Donc c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de lecture de presse aussi. Moi, je suis un mec qui garde pas mal la presse actuellement. Là, par exemple, j'ai un Libé de 1989, quoi, du 17 mars 1989, où on parle de l'accord de Taïf qui va avoir lieu, quoi, la fin de la guerre du Liban. Donc j'entasse toute cette presse. Là, il se trouve que je l'ai trouvé chez mes grands-parents, celui-là, enfin, qui étaient des grands lecteurs de presse. Donc, j'entasse cette presse et cette lecture de la presse m'aide beaucoup aussi. Euh, D'abord parce que c'est une manne d'informations, mais aussi parce que ça donne un peu la couleur du temps. Un quotidien comme Libé ou comme Le Monde ou même Le Figaro, voilà, ça donne aussi quelque chose de l'ordre de la photo instantanée que ne donnera pas un bouquin euh, comme, comme une somme comme ça qui est fait par des universitaires sur la guerre du Liban, qui est super bien documenté, qui est intéressant, mais qui est plus factuel, si on peut dire. La presse, c'est un truc sur lequel je m'appuie beaucoup pour me documenter, quoi. Alors, ça, c'est une question qui m'intéresse parce que finalement, euh, on le sait tous, dans chaque conflit, il y a plusieurs vérités. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs axes finalement, selon qui parle. Et même dans un camp, il peut y avoir peut-être potentiellement 10 autres vérités. Comment Ouais. vous avez choisi l'axe
Vous parliez de presse tout à l'heure, les presses là aussi, il y a beaucoup d'avis divergents et Ouais. un simple fait peut être raconté de manière totalement différente alors que les individus sont exactement les mêmes. Comment vous avez traité cette matière que vous deviez forcément faire objective? Vous n'aviez pas forcément le choix. C'est un livre c'est une trilogie qui enlève tout manichéisme. Je trouve que vous tapez finalement, entre guillemets, sur tout le monde et il n'y a aucun camp qui est méritant. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun camp qui est méritant. Et je trouve que là aussi, il n'y a aucun angle politique que vous donnez. Vous êtes extrêmement neutre. Vous mettez en avant ces faits-là. Et en même temps, vous dites aussi la vérité. Mais la vérité, c'est un spectre Mais bien beaucoup plus sûr, et en restreint. plus, la vérité, c'est la vérité historique est écrite par les vainqueurs, quoi. Donc, c'est déjà un problème, quoi. Ce qu'on qualifie d'une manière assez gênante pour moi de grand roman national racontera que qu'on a toujours été du côté des bons, ou alors si on a été du côté des mauvais, c'est par erreur et tout ça. Je dis on, mais je pense à tous les pays, hein, c'est toujours la même chose dans chaque pays, en France comme ailleurs. Donc c'est effectivement un peu compliqué. Cependant, moi, je suis formé un peu à la. Enfin, j'ai fait un doctorat en sciences politiques, et donc je suis formé un peu à la méthode universitaire qui veut que il faut vérifier toutes ces sources, quoi, aussi. Donc, et plus on a de sources, plus on peut s'approcher de ce qui apparaîtra comme, c'est vrai, la vérité, en tout cas la réalité, quoi. Et voilà, c'est ce que je fais aussi à travers mes romans, quoi. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est que cette documentation et cette recherche de vérité, elle doit pas trop transparaître parce que moi, je suis romancier. Je dis que j'ai été formé par l'université et tout ça. J'ai même été un peu journaliste à un moment, mais là, je vous parle et j'avance en tant que romancier, quoi. C'est un roman, quoi, avant tout. Et c'est un peu tout le temps la ligne étroite, quoi. C'est effectivement, moi, je cherche une documentation bétonnée, mais il faut pas qu'elle apparaisse dans le roman, quoi. Néanmoins, je cherche à bétonner ma documentation et à m'approcher un peu, ouais, de la vérité, ouais, si on peut dire. Mais vous avez raison de dire que la vérité, de toute manière, elle est différente, et je dirais pour chaque camp, mais aussi pour chaque individu, quoi. Au Liban, particulièrement, où il y a ces 18 communautés, où on s'est fait d'ailleurs souvent plus la guerre à l'intérieur des communautés que entre communautés, il y a des centaines il y a sans doute des centaines de vérités différentes et encore des centaines de vérités officielles différentes. Bon, voilà, c'est un peu délicat, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu délicat, mais à force de travail, on arrive à approcher de quelque chose, ouais, qui doit s'approcher de la vérité, ouais. Et puis ces deux trilogies, j'englobe celle sur l'Algérie, mettent en avant finalement le fait que les communautés qui étaient très proches au départ deviennent ennemies en un claquement de doigts. Ouais. C'est vrai que c'est encore plus frappant, que ce soit en Algérie où les communautés juives, musulmanes et autres étaient quasiment un seul peuple. Et c'est assez impressionnant quand on entend le récit, notamment de Pieds Noirs. On comprend à quel point il y avait une véritable amitié entre ces deux peuples qui s'est effritée au fil des ans, que ce soit entre Algériens et Français aussi. Mais là aussi, au Liban, on a l'impression que ces communautés, il y avait certes des problèmes minimes parfois, mais il n'y avait pas de guerre ouverte. Là, on a l'impression qu'en un claquement de doigts, tout C'est vrai. s'effrite. Pardon. Ouais, ouais, finissez. Oui, on a l'impression que tout s'effrite. Comment vous expliquez justement ces relations qui basculent, ces relations entre communautés qui basculent, alors qu'au final, tout allait plutôt bien? C'est le déclenchement de la grande histoire à chaque fois qui se déroule sous nos yeux et dont on n'apprend aucunement du passé. Oui, c'est sûr que de toute manière, je suis persuadé que les hommes n'apprennent que très peu de leur passé, de leurs erreurs passées. Mais ce que je voulais dire, enfin, ouais, je suis pas entièrement d'accord sur le fait que tout se passait bien avant. Alors l'Algérie, c'est un fait parce qu'il y avait deux populations qui étaient complètement inégales et que les musulmans, la population musulmane était des sous-citoyens. Au Liban, on a voulu et on veut encore croire à cet âge d'or où, avant 1975, les communautés vivaient en paix et tout ça. Certes, elles vivaient en paix, si on peut dire, mais elles se mélangeaient pas.
et encore, elle vivait en paix. Il y a eu des affrontements ouverts en 1900, dès 1958. Il y a une tentative de coup d'État, hein, et les Américains sont obligés, enfin, débarquent au Liban, quoi. Les GIs américains en 58 débarquent pour calmer le truc, quoi. Et il y a quand même eu quelques affrontements, d'autant plus qu'au début des années 70, les Palestiniens arrivent au Liban et déstabilisent cette juxtaposition de ces 18 communautés. Et que dès le début des années 70, ça commence à être très très tendu. L'âge d'or du Liban, il existait, oui, parce que le pays était qualifié de Suisse du Moyen-Orient. On parlait de Beyrouth comme du petit Paris, tout ça. Il y avait des relations, mais essentiellement d'ordre économique entre les communautés, quoi. Mais il n'y avait pas Il n'y avait pas un, d'affrontement direct. non, il n'y avait pas d'affrontement direct, mais quand même, il y avait une guerre, parfois des guerres de basse intensité, et surtout, il n'y avait pas un mélange communautaire, quoi. Voilà, le Liban était ce pays quand même qui, dès son indépendance, a décidé de donner une partie du pouvoir à chaque grande communauté. Le président est maronite, le chef de l'armée également, le premier ministre est sunnite, et le chef du Parlement, le président du Parlement est chiite, quoi. Voilà. On a dès le début séparé les communautés et évité qu'elles se mélangent, quoi, en leur assignant une partie du pouvoir. Le fait est que lors de l'indépendance, on a divisé ce pouvoir, on s'appuyait sur une population qui a largement évolué, quoi. Désormais, les chiites sont bien plus importants, les maronites sont en infériorité numérique, et théoriquement, plus rien ne leur donnerait le droit d'avoir la présidence de la République, la direction de l'armée et tout ça. Mais enfin bon, ça c'est des problèmes qui se disent pas, qui se parlent pas au Liban, quoi. Mais avant cette guerre-là, effectivement, il n'y avait pas des affrontements directs, effectivement. Alors, comment des communautés comme ça en finissent par faire 15 ou 20, 30, je ne sais pas combien d'années de guerre au Liban, c'est sans doute aussi parce que ce sont des guerres civiles, et qu'il y a tout d'un coup un moment où c'était des guerres de vengeance, quoi, en gros, quoi. Terrible, mais voilà, on retrouvait des cadavres dans les rues de Beyrouth parfois simplement parce que euh, on avait tué mon frère ou mon cousin, alors j'ai enlevé ton frère ou ton cousin, je l'exécute, et je laisse son corps traîner dans la rue pour bien dire, voilà, si on tue un des miens, regardez ce que je fais. Et donc ça a été un engrenage de vengeance également au sein des communautés libanaises, entre communautés libanaises, mais surtout, le Liban est devenu une espèce de terrain de jeu pour les puissances, les autres pays, les puissances régionales, et plus encore les puissances, disons l'URSS et les États-Unis, il faut bien se souvenir que c'était encore la guerre froide, et que sur le sol libanais, bah, il y avait une opposition Est-Ouest même. Donc cette guerre que les Libanais qualifient parfois de guerre des autres a enclenché comme ça une violence, je veux dire, qui allait du haut des institutions jusqu'au ras du sol, quoi. Toute la société était traversée par cette violence. La fameuse loi du talion dont il est beaucoup question Ouais, en effet, ouais, dans le texte. effectivement. Vous mettez aussi en avant peut-être quelque chose d'encore plus méconnu, c'est la participation palestinienne finalement à ce conflit-là. On a l'impression qu'au Liban, les Libanais en tout cas considéraient que c'était eux le problème. Il y avait un véritable ancrage sur cette idée. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement? Alors, c'est dans le roman bien entendu, mais je trouve que ça, c'est peut-être encore un petit peu méconnu finalement. Ouais. Oui, c'est possible. Lorsque, au début des années 70, le roi de Jordanie, Hussein, décide, parce que les Palestiniens qu'il avait acceptés sur le sol de la Jordanie tentent un coup d'État, hein, grosso modo, et il décide, après Septembre Noir, de les expulser de son royaume, quoi. Et les Libanais, qui ont une tradition d'accueil, vraiment, enfin, c'est un truc ancré dans la culture libanaise, bah, disent, OK, vous avez le droit de venir au Liban.
les Palestiniens arrivent avec armes et bagages et surtout avec armes, enfin si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que ils arrivent, dans l'idée de un jour revenir sur leur terre, la Palestine, qui est alors occupée, toujours occupée par Israël dans sa majeure partie. Et donc, en étant au Liban, les Palestiniens, c'est leur base arrière, quoi. Et ça va déstabiliser aussi tout d'un coup toute la région, en fait, cette chose-là. Plus encore, les Palestiniens vont vivre dans des camps sur tout le territoire libanais et particulièrement à Beyrouth, qui vont être des camps retranchés où l'armée libanaise n'a plus le droit d'aller, où la police, n'en parlons pas. Donc, voilà, les Palestiniens deviennent un État dans l'État. Plus encore, ils ont tendance aussi à sortir de ces camps et à faire un peu la loi, parfois. Il arrive que des soldats palestiniens demandent les papiers de citoyens libanais. Enfin, voilà, il y a un phénomène de police même. Donc, c'est très déstabilisant et les Libanais de toute confession ont du mal quand même, hein. Il y a quand même cette idée, et c'est vrai, au Moyen-Orient, que la cause palestinienne est plus forte que tout, qu'il faut défendre ces Palestiniens qui ont été virés de la Palestine. Et c'est vrai, c'est la Nakba après la Deuxième Guerre mondiale, quand Israël crée son pays. Mais néanmoins, même s'il faut défendre la cause palestinienne, tous les pays arabes savent que c'est quand même une espèce de bombe à retardement. Faire la guerre à Israël, c'est pas possible, quoi. Faire la guerre aux Américains non plus, alors que les Américains soutiennent Israël. Donc c'est ça, défendre les Palestiniens, c'est une chose, les avoir chez eux, c'en est une autre qui est bien plus problématique, effectivement. Et puis rapidement, dès le début de la guerre du Liban, en 1977, les Israéliens créer une zone tampon au sud du Liban, quoi, pour éviter justement les affrontements, enfin que les envois de missiles ou les passages de Feydaïn palestiniens en Israël, quoi. Donc ils créent une zone tampon et plus encore, à deux reprises, ils vont envahir le Liban, ils vont aller jusqu'à Beyrouth, quoi. Donc là, il y a un affrontement direct entre les réfugiés palestiniens Israël, qui est l'allié, disons, naturel de la communauté chrétienne au Liban, quoi. Mais les Palestiniens sont défendus par les Syriens, par les autres pays arabes, donc ça donne des, des, des combats incessants et puis une lutte sans fin, disons, quoi. Donc oui, les Palestiniens sont un problème. Je dis ça, mais il y a sans doute une raison historique à ce qu'il soit devenu un problème, hein. Je dis pas qu'ils ont entièrement tort ou entièrement raison, hein. Enfin, là encore, c'est une question de nuance et de positionnement, parce que même au sein des réfugiés palestiniens et des Palestiniens, il y a différents partis qui sont parfois alliés aux chrétiens, alliés à la Syrie, alliés aux chiites, ou alors qui combattent les chrétiens, les Syriens. Enfin, il y a vraiment des retournements d'alliance constantes dans ce conflit. Je trouve que vos romans expliquent vraiment le côté contemporain, le présent par le passé, par la grande histoire. Est-ce que vous auriez envie d'inverser le processus et donc d'anticiper l'avenir comme une utopie? Est-ce Ouais, que c'est non, non, quelque non. Alors, chose... d'abord, j'y crois pas du tout à ça. Euh, Petite anecdote, moi, en 89, je dois avoir 17 ans, je suis en seconde, un truc comme ça, et le mur de Berlin commence à bouger vraiment et tout. Mon prof de sciences éco, qui est un vieux bonhomme mais assez érudit, nous dit, on est peut-être à la veille d'un bouleversement historique. Et moi, avec l'arrogance de l'adolescent, je dis, mais non, n'importe quoi, jamais le mur de Berlin tombera. Dans quelques mois, il s'écroule et tout ça. Et moi, je me retrouve, je lisais la presse à côté et je me souviens très bien de regarder le jour où le mur est tombé. J'étais là en me disant, à 17 ans, je me disais, t'as aucun pouvoir de devin, quoi. T'es vraiment, et je garde ça toujours, quoi. Je me dis tout le temps, méfie-toi de croire que ce qui est considéré comme ad vitam aeternam durera toujours. Et inversement, ce qui peut changer, change pas des fois. Et plus encore, récemment, là, ces dernières années,
Euh, alors que j'ai un peu plus de bouteilles, quoi. J'ose espérer que j'ai plus cette arrogance de l'adolescence. Enfin bon, j'ai peut-être une autre arrogance d'ailleurs. Mais en 2020, lorsqu'on est confiné, vous voyez, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont dit un jour, ah ben enfin, il y a cette possibilité d'être confiné, comme le monde entier confiné. Euh, Jamais. Moi, quand j'ai vu que le monde entier était confiné, je me suis souvenu que 2 semaines ou 3 semaines avant, j'aurais jamais imaginé ça. La guerre en Ukraine récemment, j'aurais jamais pensé ça. Bon, certaines personnes ont pensé que lorsque Poutine amassait ses hommes à la frontière, ça pouvait dégénérer, mais je pensais pas que ça pouvait aller jusque-là. Il y a plein de choses comme ça. Donc, m'aventurer à essayer de renverser ce processus littéraire là, moi je parle plutôt du passé et du passé récent même, mais du passé quand même, en faisant une espèce de projection sur l'avenir, je m'en méfierais beaucoup, quoi. Je m'en méfierais, je crains de pas avoir les capacités pour, en tout cas, quoi. Ouais, je me suis posé la question parce que vous êtes si fin dans l'analyse du passé qui finalement éclaire le présent. On a l'impression que vous êtes une sorte de lanceur d'alerte du passé. Et j'ai l'impression qu'en lisant vos livres, j'espère que certains Mais, politiques vont les lire en réalité pour comprendre que pour un petit détail, pour une petite décision, ça peut déclencher d'énormes conséquences. mais vous savez, c'est marrant parce que je crois que c'est Hegel qui a ce mot qui dit l'historien est le devin du passé, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. Moi, je peux qu'expliquer le passé, quoi. Mais cependant, sans pour autant aller dans l'avenir, expliquer le passé, questionner le passé, c'est aussi questionner le présent, quoi. Moi, je suis certain que un État qui veut instaurer une dictature et il va fermer les librairies, les bibliothèques, certes, mais aussi limiter les cours d'histoire, par exemple. Et surtout, limiter la recherche historique. Parce que lorsqu'on sait d'où on vient, on sait où on est. Peut-être on a une idée d'où on va aller, mais moi, je suis entièrement persuadé de toute manière que l'histoire en tant que matière scientifique et scolaire permet aussi de comprendre le présent, quoi. C'est sans doute pour ça que j'écris ce genre de bouquin, quoi. Et c'est vrai, la guerre du Liban dont on parle là, ce qui se passe là actuellement et cette guerre qui a repris ou enfin qui s'est plus ou moins arrêtée, on ne sait pas trop où ça en est là actuellement entre Israël et le Hezbollah, prend ses racines non seulement dans la guerre du Liban, mais bien avant, quoi, des décennies avant. Et moi, je suis persuadé, tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023 lorsque le Hamas est rentré en Israël pour perpétrer ce massacre. Et d'ailleurs, tout n'a pas commencé le lendemain lorsqu'Israël est rentré dans la bande de Gaza et a massacré les habitants. C'est un truc qui date de décennies, peut-être d'un siècle, quoi. Et ça, il faut le garder à l'esprit, quoi. Je pense. Bon, voilà. Donc, je crois en l'histoire. Euh, et je crois que le roman aussi est capable de porter cette idée-là, quoi. Que le roman peut. Le roman, en fait, l'avantage de la fiction, enfin, comment on pourrait dire, la fiction permet d'entraîner sans doute les lecteurs dans une histoire qui est tragique, qui est ô combien tragique. La guerre du Liban, c'est presque 300 000 morts, c'est des attentats, c'est des villages ou des camps qui sont, enfin c'est Sabra et Shatila qui sont rasés, quoi. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. C'est atroce. Entraîner un lecteur dans ce récit-là, c'est compliqué. La fiction permet justement de se raccrocher aux personnages fictionnels. Vous parliez des histoires d'amour, je sais plus mais mes personnages de fiction ont des histoires personnelles, amoureuses. Ils traînent souvent des casseroles. Parfois, ce sont des héros de romans, donc ils participent à des situations héroïques. Et ça permet aussi au lecteur de reprendre un peu, comment on pourrait dire, de l'oxygène, quoi, dans ce marasme et dans ce chaos qui est la réalité, qui s'est vraiment passé, quoi. Euh, je sais plus comment j'en suis arrivé là, mais en tout cas, bon, j'en suis arrivé là, quoi. Voilà, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, Ah Frédéric. oui, Alors, 3, 2, 1 pour la photo, préparez-vous. J'aime bien cette photo de couple avec un tome à chaque fois, très beau. ah oui, c'est C'est bien, bon. c'est chouette, oui, j'avais pas vu. C'est génial. Magnifique. Allez, c'est bon pour la photo, c'est à vous, Frédéric. Ok. Euh,
Je suis pas un très grand lecteur, mais récemment, j'ai fait une lecture musicale là. C'était assez chouette avec un comédien qui faisait du dour là, qui est une espèce de grande guitare et qui jouait à côté de moi, avec une vidéaste qui projetait des images de la guerre du Liban là. On était dans une église déconcentrée, désacralisée, et c'était vraiment chouette. Ça donnait quelque chose. Donc, je pense que la lecture c'est pas mal. Je suis pas un grand lecteur, mais enfin bon, on va le faire. J'ai pris deux passages un peu pas au hasard, mais qui doivent être replacés dans le contexte du roman et de l'histoire. Mais enfin, bon. Vous me dites si vous n'entendez pas. Patauger dans la fange. Depuis trop longtemps, Beyrouth, c'est la fange, songe Christian 19, en rejoignant l'ambassade de France. C'est la fange et il patauge dedans. La DGSE a merdé. À côté de lui, le lieutenant Kaour, les deux mains agrippées au tableau de bord du Mitsubishi Pajero, serre les dents. On vient de les prévenir de l'enlèvement de 3 fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères en poste au Liban. Marcel Fontaine, le vice-consul, Marcel Carton, attaché d'ambassade, et la fille de celui-ci, Daniel Pérez, secrétaire au service culturel. Ils ont été kidnappés non loin de la résidence des Pins, où ils travaillaient. Le djihad islamique vient de revendiquer les enlèvements. Putain d'Iman Mounier, l'âge 19. La DGSE a encore merdé. Pourtant, après la vague d'enlèvement des Juifs à Wadi Abou Jamil et à Ain el Meressé, la disparition de l'Américain Terry Anderson, le chef de l'associated press, et des deux Anglais, Nash et Levick, 19 a averti ses chefs et l'ambassadeur du danger qui menaçait les employés de l'ambassade, les journalistes et tous les ressortissants français. Il a aussi demandé des renforts à Paris. Rien, rien n'a été fait, ou si peu. Et voilà le résultat, c'est la merde. La résidence des Pins s'est refermée sur elle-même. Le ministère des Relations extérieures a ordonné aux ressortissants de s'y réfugier. Un peu trop tard. On a convoqué 19 à l'ambassade, pour lui remonter les bretelles, forcément. Mais on lui a dit que l'ambassadeur est évidemment trop occupé pour le recevoir. Dans son bureau, à l'étage, le premier conseiller de l'ambassade attend 19 et Kaour. Ils ont réclamé 2 choses, explique le conseiller, l'air sévère. L'annulation d'un contrat de vente de Mirage à l'Arabie Saoudite et la fin de l'aide de la France à l'Irak. Ouais. Il tient pour responsable la DGSE de ce qui vient de se passer. Peut-être tient-il la DGSE pour responsable de la guerre au Liban, tant qu'on y est. Pourquoi les chiites en veulent-ils à la France, demande-t-il. 19 et Kaour l'observent. Le ministre veut des informations sur les gens qui ont enlevé nos amis, commandant. Cette situation est intolérable. Il leur indique la porte de la main. Comme ça, d'un geste vague de la main, il les congédie. Ça fait des mois qu'on met en garde tout le monde ici, réplique 19. Et ça fait des mois que vous croyez que parce que la France brosse dans le sens du poil les Arabes, fait les gros yeux aux Israéliens, elle ne risque rien au Liban. Kaour fait la grimace. 19 l'ignore. Des mois que tout le monde vit dans un conte de fées. Le fonctionnaire s'étrangle. Faites votre travail, commandant. Vos commentaires, je m'en fiche. Alors attendez-vous à voir disparaître d'autres de vos amis. Le conseiller le fixe d'un air furieux. J'en référerai à vos supérieurs à Paris, commandant. Les 2 agents quittent le bureau en se marrant silencieusement. T'en loupes pas une, Christian. Quel con, murmure 19. Il monte dans le 4x4 et quitte l'ambassade. Il faut qu'on chope Mounier, qu'on le flingue. Ce n'est pas ce qu'on essaye de faire depuis des mois, ironise Kaour. Ou alors, il faut qu'on chope Abdul Rassoul Alamine. Le Mitsubishi fonce vers Ramlet El Baïda. 19
tape du plat de la main sur son volant. Ou alors, on chope la gonzesse de Kellerman, la chite, l'interprète, et on la fait cracher tout ce qu'elle sait. Elle doit bien savoir où se planque Mounier, elle. Caour jette un regard gêné à son supérieur. Là, on est au début les premiers otages français viennent d'être enlevés et, euh, et c'est le branle-bas de combat parce qu'effectivement, les autorités françaises s'attendaient pas à ça. En fait, ils pensaient en fait tenir les différentes communautés, même les Syriens et les Iraniens, quoi, dans une espèce de dialogue politique et diplomatique, quoi. Et en fait, pas du tout, quoi. Ce qui est fou avec vous, c'est que on connaît la fin, Bien on sûr, connaît ouais. l'histoire, et finalement, ça ne nous empêche en rien de lire un magnifique roman, trois magnifiques romans. Alors le troisième, on l'a pas encore lu, bien entendu, mais au moins les deux premiers sont incroyables. Vous disiez d'ailleurs il y a quelques années que vous étiez fasciné par les temps de folie généralisée. Vous êtes servi depuis de nombreuses années, j'ai l'impression. Vous avez à écrire pour encore une bonne quarantaine d'années, vu tous les Bien sûr, qu'on a ouais. actuellement. Sans doute. Maintenant, il faut trouver le sujet, il faut trouver l'idée des personnages, de l'histoire fictionnelle également, quoi. Donc c'est pas, je peux pas écrire sur tous les sujets. C'est aussi un truc qui vient un peu du ventre, quoi, du cœur, quoi. Il y a un truc un peu bizarre. Pourquoi on va sur des sujets et pas d'autres? Mais effectivement, si moi j'écris beaucoup sur la guerre, sur les conflits et les moments de violence extrême. Et je suis servi, ouais. C'est tragique, mais je suis servi, quoi. Et aujourd'hui, comme hier, effectivement, j'aurais de quoi faire, quoi. Maintenant, le roman sert aussi à expliquer, on le disait, à questionner l'histoire récente et le présent, quoi. Donc, il faut aussi pouvoir faire ce questionnement dans un roman, quoi. Ça, c'est quelque chose qui se programme pas à l'avance, quoi. Enfin, bon. On n'a pas forcément de grands romans sur le conflit israélo-palestinien, par exemple. On n'a pas d'auteur français qui se risque à ce conflit-là. Non, c'est vrai. Il y a quelques auteurs israéliens qui le font. Et d'ailleurs, il y a une véritable, disons qu'il y a il y a la nouvelle histoire israélienne aussi, qui a un regard très dur sur le gouvernement israélien et enfin les gouvernements, les différents gouvernements israéliens, et c'est des historiens israéliens qui ont rappelé à Israël que le pays s'était construit aussi sur des guerres et sur disons, parfois un massacre et au moins une déportation de la population palestinienne. Ce sont des historiens israéliens. Il y a des grands auteurs israéliens. En France, c'est peut-être un sujet un peu délicat. Il y a Alexandra Schwarzbrod qui est enfin, rédactrice en chef de Libé, quoi, et qui elle a été pendant 10 ans correspondante en Israël, donc qui connaît bien le pays. Mais elle a fait ses romans, c'est une trilogie sur Jérusalem, mais elle les a portés dans le futur, quoi. Elle a pas fait un truc sur l'histoire parce que sans doute que c'était assez compliqué et délicat, mais en fait, elle questionne ce moment. Ses livres parlent d'un futur proche, quoi. Enfin bon, non, mais sinon, je crois pas qu'il y ait de grands romans sur ce moment-là, effectivement. Ils viendront, ils viendront sans doute. De toute manière, je pense que les Français, euh, les écrivains français et puis les Français en général il leur faut un peu de temps pour parler des événements et souvent qui les concernent, les événements qui les concernent. La guerre d'Algérie est arrivée dans le roman assez tardivement, dans les années 80. Je crois que c'est Didier Daninx qui a écrit pour la première fois sur cette guerre d'Algérie et sur les massacres qui ont, enfin le massacre qui a eu lieu à Charonne, au métro Charonne, là sur les, euh, les membres plus ou moins des indépendantistes algériens à Paris, quoi. Enfin bon, ça a été écrit dans les années 80. Il nous a fallu du temps aussi pour écrire sur la collaboration, quoi, que les Français ont collaboré avec les nazis. Ça coulait pas de source, quoi. C'était assez compliqué. Peut-être que il nous faut un peu plus de temps. Je dis ça parce que je pense que, par exemple, les Américains, néanmoins, ils ont des historiens et des romanciers qui ont tendance à se mettre au travail peut-être plus rapidement. Par exemple, je prends tout le temps l'exemple de la guerre du Vietnam. Alors, c'est du cinéma, mais
le roman l'a fait aussi. Coppola, quand il commence Apocalypse Now, la guerre du Vietnam n'est pas terminée, quoi. Il doit l'arrêter, le film, et puis il le reprend en 77, quand la guerre c'est fini. Mais au début, quand il commence et sur place, il tourne, enfin c'est aux Philippines d'ailleurs, il tourne les premiers plans de Apocalypse Now, alors que la guerre du Vietnam n'est pas terminée. Les Américains en Irak aussi ont rapidement fait un cinéma et un roman sur la présence américaine en Irak, et le roman et le cinéma étaient très critiques, quoi. Chez nous, en France, il nous faut un peu plus de temps, j'ai l'impression, quoi. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas si ça durera toujours, mais j'ai l'impression qu'il faut un peu plus de temps pour parler d'un problème dans lequel la France est impliquée, ouais, ouais, à l'étranger. Cela dit, dans la riposte, il y a beaucoup de précipitation dans ce roman. On a l'impression que les dirigeants ripostent extrêmement rapidement, comme s'il fallait frapper vite, fort, sans forcément prendre toutes les mesures nécessaires. Je pense notamment à François Mitterrand dès le début du roman. On n'en a pas encore parlé, mais vous allez avoir, grâce à ce roman aussi, des hommes politiques hauts en couleur, comme François Mitterrand, Jacques Chirac et d'autres, Charles Pasqua notamment. On a l'impression que ce temps n'existe presque plus, que ces hommes et ces femmes politiques sont hors du temps. On a du mal à imaginer à quel point ils étaient sournois, vicieux. Il y avait tant de magouilles, tant de corruption finalement à cette époque-là. Aujourd'hui, on le sait en tout cas un peu moins grâce aux réseaux sociaux, mais on a l'impression que c'était une période extrêmement riche, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Tout ça pour nous amener à peut-être ce déclenchement du roman Rares ceux qui échappèrent à la guerre, cet attentat pardon, à Drakkar, du poste Drakkar à Beyrouth. Là où le premier tome se terminait, on reprend avec ce deuxième tome d'entrée de jeu avec celui-ci où on a ce fils de diplomate, Kellerman, qui potentiellement a été tué dans l'attaque. Ouais. Vous parliez de corruption et tout ça. Moi, je pense c'était c'est une forme de machiavélisme, quoi. Enfin, qui était vraiment quasiment assumé par une classe politique à l'époque, euh, qui était peut-être plus haute en couleur que celle qu'on a actuellement, qui nous paraît fade, mais qui est néanmoins, à mon avis, tout aussi machiavélique. Vous parliez des personnages du personnel politique. C'est intéressant ça, parce que moi, je suis tombé quand même. Alors je savais qu'un mec comme Mitterrand ou comme Chirac, c'était quand même des personnages de romans, quoi, qui l'ont été dans la vie de tous les jours. C'est quand même assez dingue d'avoir des personnages qui ont vraiment existé. Alors je me suis fait des biographies, des témoignages et tout ça. Ces gens-là avaient des vies assez incroyables, quoi. Mais effectivement, et encore, eux, c'est ceux qu'on connaît. Mais en dessous, il y avait Pasqua, Roland Dumas aussi. Et puis, chez Pasqua, il y avait ce type que certains d'entre vous connaissent Rafik peut-être. Hariri, Rafik Hariri. Alors, Rafik Hariri, qui était le premier ministre libanais, là, qui était le pote de Chirac. Mais je parlais de Jean-Charles Marchiani, par exemple, qui était enfin, le bras droit pour les coups tordus de Charles Pasqua. Et tous les deux, là, c'était une espèce d'équipe. Ils ont négocié la sortie des otages du Liban au milieu des années 80, mais d'une manière romanesque, romanesque. Un mec comme Marchiani qui débarque dans la banlieue sud de Beyrouth, donc le fief du Hezbollah, quoi, chiite. Lui, il parle pas l'arabe, il parle à peine l'anglais. Bon, il est accompagné de gens qui parlent l'arabe et qui connaissent le Liban, mais néanmoins, il se permet des trucs. Il se permet, on le menace avec des fusils, enfin des chiites le menacent avec des fusils. Bon, il les repousse en leur disant méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Hein, si vous nous faites le moindre mal, mes amis corses sauront vous retrouver ici, quoi. Et les chiites, alors les jeunes, ils s'en foutent un peu, ils se marrent, mais sauf qu'il y a des officiers chiites qui disent, oh là là, ouais, enfin, qui calment leurs troupes parce que je crois que les chiites de Beyrouth savent que les amis corses de Jean-Charles Marchanier et de Charles Pasqua sont capables de venir à Beyrouth pour leur faire la peau, quoi. Enfin, c'est des trucs. Et alors, je trouve ça, moi, je trouve des épisodes comme ça qui ont vraiment existé. Mon questionnement en tant que romancier, c'est de me dire,
comment je vais faire croire ça? Comment je vais faire croire à la réalité à mes lecteurs, quoi? Parce qu'ils vont me dire, mais non, mais c'est des conneries. Attends, il n'y a pas un mec qui va repousser un shit qui lui pointe un AK-47 sous le nez en lui disant, fais gaffe, mes potes corses vont venir te retrouver. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'ai plusieurs témoignages qui expliquent ça, quoi. Et, mais le mettre dans un bouquin, c'est assez compliqué, quoi. Il faut que ça soit, il faut que je fasse croire à la vérité parfois. Cette histoire est tellement parfois romanesque, et je dis ça, c'est une tragédie, hein. Il y a eu des morts, il y a des centaines de milliers de morts, et même chez nous en France et tout ça, les attentats ont fait, enfin la vague d'attentats a fait une trentaine de morts, 200 blessés. Bon, c'est dur. Mais je tombais sur des épisodes qui étaient ô combien romanesques, quoi. Et ça, moi, il faut que je traduise ça dans mon roman, quoi. Et c'était un peu compliqué, quoi. Dire moi, ouais, j'ai rencontré des personnages qui ont existé, qui étaient très hauts en couleur, quoi. Et d'ailleurs, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui pensent que notre société est terriblement difficile. Ce n'est quasiment rien par rapport à ce que les années 70 et 80 ont vécu aussi. On a l'impression que finalement rien n'a changé et c'était peut-être encore pire avant. Il y a quand même une matière fictionnelle que vous traduisez de manière historique qui est encore plus incroyable qu'un film que n'importe quel réalisateur aurait pu imaginer. On a l'impression que que la réalité a dépassé la fiction et de loin. Ouais, c'est possible. Moi, je crois que effectivement, actuellement, on a l'impression qu'on vit une période ultra violente et tout ça, mais parce qu'on est sans arrêt sur des écrans et que maintenant, avec les procédés, que ce soit un téléphone portable ou une petite caméra, enfin, on peut tout filmer en direct quasiment. Et les chaînes d'information continue et les réseaux sociaux balancent cette image. Et donc, on a vraiment cette impression, la plupart des gens ont l'impression qu'on vit dans un monde ultra violent. Moi, je dis qu'on vit dans un monde sans doute moins violent que jamais, quoi. Enfin, je veux dire, voir la violence, ça veut pas dire que, enfin, ça jauge pas du niveau de violence, quoi. Et dans les années 70, on voyait pas toute cette violence. Enfin, évidemment, moi, je voyais, enfin, comme tout le monde, on voyait le soir aux 20 heures, au journal de 20 heures, on voyait les affrontements à Beyrouth, on voyait les décombres de l'immeuble Drakkar, là, qui s'était écroulé sur une soixantaine de soldats français. On voyait ces Français enlevés au Liban. Mais ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure. On n'était pas sans arrêt le nez sur notre écran, quoi. On a cette impression que la violence est pire aujourd'hui que dans les années 70, mais c'est pas vrai, effectivement. On la voyait simplement moins. Et j'ai envie de dire que je pense que il y a 200 ans, le monde était autrement plus violent qu'il l'est actuellement, quoi. Enfin, se balader dans une ville comme Paris le soir après 23 heures, j'imagine qu'au milieu du 19e siècle, ça devait pas être très tranquille. Ouais, mais vraiment, ça, la violence, c'est ce qu'on en voit, c'est ce qu'on en dit, c'est ce qu'on en fait, quoi. On peut faire. D'ailleurs, les gouvernements, et les médias peuvent faire dire ce qu'ils veulent à l'image, quoi. Et plus encore à l'image de la violence. C'est sûr. Je crois que le roman, parce que le roman est un temps long, alors un temps long dans son écriture, mais aussi dans sa lecture, quoi, permet de poser peut-être un peu les termes du débat, quoi, et de réfléchir. Je crois vraiment que quand on prend un roman et qu'on le lit en plusieurs jours, alors il y a des gens qui arrivent à lire un roman comme les miens, j'ai entendu ça en 3 jours, enfin c'est chouette, mais moi moi je suis un lecteur lent, quoi. Mais ça me permet de réfléchir à une situation donnée, quoi, à ce que je lis, hein. Et je crois vraiment que le roman sert à ça, sert à peut-être calmer. Euh, la frénésie actuelle, quoi, du monde actuel, la frénésie de ce que les Américains appellent le storytelling, quoi, ces histoires qui, qui ont une durée de vie de 24 heures, qui vont être remplacées par une autre histoire et tout ça, et surtout qui remplace, enfin le roman remplace ces images qui nous arrivent tous les jours dans, dans la tête et qu'on a du mal à décrypter, quoi. J'y crois. Je crois que le roman est un média d'avenir, même, je dirais. Bon, je suis Et c'est peut-être un des aussi le rares. roman, Comment? c'est aussi une trilogie sur l'absurdité du monde politique, sur l'écœurement politique. J'aimerais vraiment savoir quel est votre regard sur la politique. Je pense notamment
à cet événement que, par Ah exemple, bah, vous, ouais. vous décrivez au tout début où François Mitterrand, pardon, est le premier chef d'État français à venir au Liban depuis 1943, qui y reste très peu. Il a une certaine culpabilité aussi par rapport à cet attentat, mais on a l'impression que les choses sont faites sans raison. On a l'impression que la présence française au Liban est... Ils sont là, mais on ne sait pas forcément pourquoi. On a quand même une idiotie politique jusqu'au paroxysme. On a l'impression que uniquement l'apparence compte et que le vote derrière, le vote électoral, est là pour acquiescer les moindres faits et gestes des politiques. Quel est votre regard justement sur ce monde politique et sur ce vide finalement presque intellectuel de ce que fait un pays, de ce que peut faire un pays? C'est vrai. Mais alors, j'ai un regard assez cynique sur ça. Je suis pas. Vous parlez de vide intellectuel. Néanmoins, un mec comme Mitterrand et même Chirac, qu'on a fait passer pour un type un peu stupide, mais qui avait une vraie connaissance, par exemple, des arts premiers et tout ça, plus encore Mitterrand, étaient des gens lettrés, quoi. Enfin, je sais pas, des Parler, intellectuels, je sais parler pas. davantage des décisions politiques qu'il prend, Évidemment. pas sur Et eux. alors, il savait, à mon avis, ce qu'il faisait. Et comme vous disiez, effectivement, c'est un monde de l'apparence. C'est-à-dire que Mitterrand, il va à Beyrouth, comme d'ailleurs dans les années 90, il ira à Sarajevo un moment aussi, comme ça, sans prévenir personne. Parfait. Mais présence de la France à l'étranger, dans un autre, sur un autre continent, quoi. Donc la France existe aussi. Je pense que c'est un monde de l'apparence, mais cette apparence, c'est devenu une espèce de règle du jeu, quoi. Effectivement, je pense que ils font ça aussi. La guerre du Liban est rapidement devenue en France, et c'est pour ça que mon roman, moi, se passe au Liban et en France. Et en fait, c'est comment les conséquences de la guerre du Liban en France, quoi. Parce que la guerre du Liban est devenue un enjeu électoraliste, si on peut dire, quoi. Clairement, si on prend le cas des otages français au Liban, le PS et le RPR vont se faire une guerre larvée, quoi, diplomatique, disons, en coulisses pour savoir qui allait pouvoir faire libérer les otages. Parce que clairement, celui qui réussissait à faire libérer des otages s'assurait la victoire aux élections qui allaient suivre. Il y a le cas typique de 1986 quand même, où, où la première cohabitation, c'est-à-dire que Chirac devient Premier ministre sous la présidence de Mitterrand. Clairement, juste avant, il y a une espèce de lutte qui s'est menée jusque dans le ministère des Pasdaran en Iran, des gardiens de la révolution. Disons que les Iraniens avaient missionné le Hezbollah au Liban pour enlever les otages, pour le faire simplement. Donc les Iraniens avaient un peu la main sur les otages français, quoi. Et à un moment, il se trouve que un peu avant les élections de 86, donc en 85, il y a une négociation entre les émissaires de François Mitterrand, la gauche, et le ministre des Pasdaran en Iran, à Téhéran, dans une villa. Eh ben, il s'est trouvé qu'à côté, dans la pièce à côté, il y avait des émissaires de Pasqua, donc de Chirac, de la droite française, qui faisaient monter les enchères. À chaque fois que les socialistes proposaient quelque chose, on va vous libérer des prisonniers, on va vous vendre des armes, on va vous rembourser la dette qu'on a et tout ça, une partie de la dette qu'on a. Eh ben, la droite disait non, n'acceptez pas. Nous, si on gagne les élections, on vous rembourse toute la dette, on vous vend toutes les armes. Et ça s'est joué comme ça à tel point que le ministre des gardiens de la Révolution a à un moment mis un terme aux négociations, qui se passaient pas trop mal d'ailleurs, selon les socialistes, et a renvoyé les émissaires de Mitterrand dans leur avion direction Paris, quoi. Ils ont rien compris. Plus tard, on a compris cette quasi-scénographie. Enfin, c'était du cinéma, quoi, qui avait lieu. Il y avait une cloison entre les deux négociations. Et ça prouve que la guerre du Liban, les otages, mais même le sort des chrétiens au Liban, avait un retentissement direct sur la politique française et sur les élections, quoi. C'est
c'est d'un cynisme sans borne, c'est terrible parce que je le répète, il y a eu des morts, il y a eu et puis des blessés, un traumatisme du Liban sans borne et tout, et en France lors des attentats, mais ça a vraiment eu lieu, quoi. Oui, tout d'un coup, la guerre du Liban, cette guerre qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée, devenait un enjeu électoral français, quoi. Et alors, vous me posiez la question, quel regard vous avez là-dessus? Moi, d'abord, je suis attristé, je suis dépité et je ne peux qu'en tirer, ouais, comment on pourrait dire, un, un cynisme assez gênant, quoi. Enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, ce machiavélisme politique existe de nos jours, existe actuellement, quoi. Enfin, Oui, on va pas se bon, leurrer, ça faut pas se existe leurrer, sous ouais. d'autres formes. Ce qui est très intéressant dans ce roman-là aussi, c'est les interférences entre le privé et le professionnel. Vos personnages sont véritablement étoffés aussi en fonction de leur vie privée. Je pense notamment à ce couple formé par Nicolas Caillot, qui est commissaire au RG, et Sandra Galliago, qui est juge d'instruction spécialisée dans les affaires terroristes. Il y a une véritable histoire derrière l'histoire. C'est ce qui nous permet aussi de respirer, de souffler à travers tous ces actes, ces attentats et ces morts finalement, parce que vous tuez Ouais. davantage que dans Game of Thrones. Sauf que là, c'est la réalité. Donc pour le coup, j'aimerais vraiment savoir comment vous avez tissé ces deux intrigues finalement, ce côté privé qui vient se rajouter à la sphère professionnelle où les deux individus, par exemple, sont évidemment appelés au même moment sur chaque acte, par exemple. Ouais. Donc forcément, il faut aussi trouver des solutions pour garder les jumeaux. Bref, il y a une véritable histoire dans l'histoire. Et on parlera ensuite peut-être du commandant 19. Tout à l'heure, vous avez entendu dans la lecture de Frédéric, 19, ce n'est pas un chiffre, Et c'est le oui, nom du commandant ouais, 19 c'est vrai. de militaire expérimenté, agent de la DGSE, et de sa relation notamment avec Kellerman, qui est diplomate proche du président Mitterrand. J'aimerais que vous nous parliez d'eux peut-être et de cette relation finalement entre 19 et Kellerman et de l'autre côté entre Caillot et Sandra. Moi, je crois, oui, oui. Ces personnages sont importants d'abord pour différentes raisons. D'abord, je crois que dans les grandes crises politiques et dans les grandes décisions politiques et dans l'histoire avec un grand H, euh, les relations euh, quasi intimes, voire amoureuses entre des personnages peuvent expliquer aussi la modification de l'histoire ou le sens que prend l'histoire. Le cas le plus classique, c'est la relation entre Cléopâtre et merde, j'ai oublié son nom, l'empereur romain, mais en tout cas qui a modifié aussi sans doute cette grande histoire quoi. J'aime à croire que dans l'intimité, il se joue aussi un certain sens de l'histoire avec un grand H. Donc moi je me- moi je m'évertue à dessiner le tableau historique, si on peut dire, à travers des petites couches, un pointillisme romanesque, et donc créer ces personnages me sert à ça. Euh, et puis, tous ces personnages et leurs relations entre eux me permet aussi d'aller et venir dans différentes sphères, que ça soit entre les différentes communautés au Liban, encore on ne va pas, enfin, on va pas facilement d'une communauté à l'autre, mais néanmoins d'avoir plusieurs personnages permet d'être un moment chez les chiites, d'être un moment chez les maronites. Ces personnages me permettent aussi d'être dans les plus hautes sphères de l'État en France, quoi, entre le PS et le RPR, entre le Parti socialiste et le RPR, mais aussi d'être dans les différentes strates de la justice et de la police française, quoi. Donc ça me permet de me balader, quoi. Parce que, grosso modo, un flic DRG dont vous avez parlé ne pourrait pas être dans l'antiterrorisme, au parquet antiterroriste. Sauf que sa compagne est juge antiterroriste. Donc voilà, on peut faire des allers-retours, des va-et-vient, si on peut dire. Ça sert à ça. Mais moi, je crée ces personnages aussi d'abord parce que j'adore le roman, quoi. J'adore l'histoire, l'histoire. Enfin, ce qui me plaît en fait dans le roman noir et dans ce roman
c'est un roman historique, mais un roman noir également, c'est les rapports entre les gens, quoi. Et, euh, et sans doute plus encore ce qu'ils ont dans la tête lorsqu'il y a ces rapports entre les personnages, quoi. J'adore ça, quoi. Je suis un grand fan ce qu'on appelait le hard boil américain, quoi. Euh, le roman noir, le polar américain des années 40, Chester Himes, Chandler et tout ça, parce qu'il y a tout le temps ces personnages qui sont, je sais plus qui disait que les hommes n'ont de brillant que la surface, comme le métal, quoi. Il suffit de gratter un peu et ça devient sombre et tout ça. Et ça, j'aime bien. Donc, tous ces personnages me servent à ça, j'ai envie de dire. Je sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Et comme Mais, disait Georges Marchais à l'époque, c'est ma réponse, quoi. Enfin, mais cette, il avait eu cette réponse à moi. cette multiplicité de personnages, ça vous permet de faire jaillir une plus grande vérité encore? Ouais. Ça, c'est vrai, vrai, oui, oui, sans doute que c'est. Alors ça, c'est pas conscient, mais je comprends bien que je prends tout le temps cette comparaison, mais dans une enquête journalistique ou policière, plus on a de témoins, plus on va s'approcher de la réalité de ce qui s'est réellement passé sur la scène du crime. Et d'une certaine manière, multiplier les personnages aussi fictifs, certes, mais qui vont porter une parole souvent réelle, souvent historique, va me permettre aussi de m'approcher de ce que je veux dire, de ce que je veux exprimer et faire voir, quoi. Donc ouais, avoir un maximum de personnages, ça sert aussi à ça parce que ces différents personnages peuvent être dans des camps opposés, dans des camps séparés par des barrières infranchissables, qu'elles soient politiques, religieuses ou militaires, quoi. Donc ça me permet ouais, ça me permet de me rapprocher de cette réalité, disons. Comment vous travaillez justement l'atmosphère aussi des années 80? Tout à l'heure, vous aviez parlé de la presse. Ouais, C'est ça, c'est ce sel-là qui vous permet de retranscrire notamment le vocabulaire, la manière de voir les choses, dans les dialogues notamment. Il y a quand même une véritable, une sorte de réalité. On s'y croirait véritablement, alors que c'était déjà il y a 40 ans. oui. Mais comment vous travaillez cette atmosphère, ce rythme aussi? Est-ce que vous avez des méthodes particulières qui vous permettent Non, non, dans ce non, j'ai pas vraiment de méthode. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de méthode dans mon écriture, quoi. Et de méthode enfin, je veux dire, de temps où je me mets à mon ordinateur à telle heure et je finis, j'ai très peu de plans, par exemple, j'ai très peu de plans détaillés. Mon plan, c'est les frises chronologiques de la vraie histoire, je pense. Donc, j'ai pas vraiment de méthode pour ça. Je sais pas comment ça. J'ai du mal. Je suis un mauvais théoricien de ma propre écriture et j'aurais du mal à expliquer comment je fais tout ça, quoi. Au moment, ça fonctionne. Mais bon, je, C'est je, c'est pour ça que vous écrivez. ouais, sans doute. Ouais, j'écris pour ça. J'écris. Moi, j'écris pour laisser une trace aussi, d'une certaine manière aussi. On disait au début de cet entretien que on se souvenait pas, surtout en France, de cette encore que on se souvient pas de cette guerre en France, mais on s'en souvient sans doute, peut-être encore moins au Liban. Vous voyez, en France, on a quand même la possibilité de parler de cette guerre, de parler de toutes les guerres d'ailleurs. Euh, voilà, c'est enseigné à l'école. Mais cette guerre du Liban n'est pas enseignée à l'école, quoi. J'ai discuté récemment avec un journaliste franco-libanais qui m'a dit l'histoire au Liban, elle s'arrête en 1943. À l'indépendance. C'est-à-dire que cette guerre du Liban, on n'en parle pas. Et clairement, la raison principale, c'est que les décideurs et dirigeants politiques actuels et économiques, ça va de pair, ont le même patronyme que les chefs de milice qui sont entre-massacrés dans les années 80 et 70, quoi. Donc voilà, on n'aime pas rappeler cette période sombre parce que beaucoup de responsables actuels ont au moins familialement du sang sur les mains, quoi. Et puis, c'est une histoire si complexe que sans doute on se perdrait à la raconter. Et puis ça pourrait créer d'autres dissensions, ça pourrait créer un autre désir de vengeance, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas racontée au Liban. L'histoire de la décennie noire dans les années 90 en Algérie n'est pas racontée non plus. Donc moi, en faisant ces romans,
je veux la raconter aux Français, mais j'ose espérer que je la raconte aussi à peut-être aux Libanais, aux Algériens et tout ça. C'est euh, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire, mais c'est d'une certaine manière faire œuvre de mémoire, quoi. Le roman reste, quoi. Moi, ce que j'explique, c'est aussi parler d'une histoire qui a été volée à certaines personnes, quoi. Je dis ça plus encore parce que lorsque je fais des rencontres en librairie, il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer, alors quand je parlais de la décennie noire en Algérie dans les années 90, de rencontrer des Algériens qui ont fui l'Algérie dans les années 90 parce que leur vie était menacée et qui sont restés en France parce qu'ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Des gens sont venus me voir en me disant merci d'avoir écrit sur cette période-là parce qu'elle n'est pas enseignée, on ne l'a jamais appris au lycée, on la lit pas dans les romans. Ce qui s'est passé avec, euh, ce qui se passe actuellement avec mince, Walem le Sansal. Bouane Sansal Walem Sansal. ou Daoud aussi, voilà, ils ont parlé de cette période et il faut pas en parler à l'époque. Moi, des lecteurs franco-algériens m'ont dit que c'était quand même salutaire pour eux, quoi, qu'on parle de cette période. Récemment, il y a un franco-libanais d'une quarantaine d'années qui m'a dit, moi j'ai eu plus de réponses sur ma famille dans votre roman Nul ennemi comme un frère, là, le premier, que par les réponses à mes questions que j'ai pu poser à mes parents, quoi. Il m'a dit ça. Il m'a dit, mais mon père et mon oncle qui ont fui, ses parents avaient fui le Liban pendant la guerre civile dans les années 80. Lui, il est né en France, mais ses parents lui ont quasiment toujours interdit d'apprendre l'arabe parce qu'il risquait de retourner au Liban, d'avoir des envies de retourner au Liban et il fallait plus retourner au Liban. Et il me disait que ses parents et son oncle, quand ils parlent du Liban, ils en parlent en arabe et que lui, il peut pas comprendre, quoi. Et donc, il me disait, voilà, votre bouquin, ça me permet de comprendre un peu mieux l'histoire de ma communauté et puis de mon pays, quoi. Et ça, pour moi, c'est très, très gratifiant. Enfin, je réussis quelque chose. C'est pas des centaines de milliers de lecteurs qui me disent ça, mais il y en a certains. Et voilà, donc le roman permet aussi de faire œuvre de mémoire, quoi, ouais. J'y crois vraiment, quoi. Mais je pense vraiment que c'est le cas et que dans différentes années, dans les prochaines années, ce sera aussi le cas. Vous le méritez en tout cas. Euh, Comment votre vision de la guerre a évolué finalement, l'évolution de la guerre au Liban? Est-ce que pendant que vous écriviez, pendant que vous aviez la documentation, est-ce que votre vision de cette guerre a évolué? Est-ce que vous avez appris des choses? J'imagine que oui, mais est-ce que votre angle de vue a changé? Est-ce que vous êtes devenu, bon, pas dire pro ou contre, c'est pas le but, mais est-ce que ça a évolué en vous? Est-ce que ce travail de documentation a fait évoluer l'homme ou l'écrivain que vous êtes? Bah, sans doute aussi, mais enfin, ça fait longtemps que je pense que qu'il est très peu de guerres euh, où il y a, enfin, il y a peu de guerres où il y a un seul responsable, quoi. Je veux dire, lorsqu'une guerre se déclenche, c'est parce que les germes ont été semés, enfin, les graines ont été semées depuis des décennies, parfois des siècles. Ce que je veux dire, c'est que dans la guerre du Liban, tout ce que j'ai pu en lire, c'est que il n'y a pas vraiment de bons. Et il y a beaucoup de méchants, enfin il y a beaucoup de salopards, quoi, mais il y a très peu de justes. Hein, et dans toutes les guerres, c'est un peu le cas. Je suis assez pessimiste, moi. Enfin, à force de me documenter sur la guerre, c'est sûr que je me crée pas non plus une bulle de joyeuseté. Hein, je veux bien l'avouer, mais néanmoins, à force de me documenter, je m'aperçois que il n'y a pas beaucoup d'innocents. Enfin, bien sûr, il y a des enfants, des femmes, des hommes qui meurent parce qu'ils sont tués et tout ça. Mais je veux dire, les peuples, les gouvernements, les pays, c'est rare. C'est rare que massivement ils soient du côté des bons ou des méchants. Enfin, c'est voilà une question de nuance. Et peut-être c'est dans ma documentation et dans mes écrits, c'est aussi ce qui me permet de parfois d'avoir une vision de l'actualité qui est peut-être un peu moins manichéenne que celle que les chaînes de télé d'information en continu veulent bien nous apporter, quoi. Là encore, c'est une force du roman, quoi, de ce temps long de lecture d'assimilation de l'information.
cette force-là permet peut-être de limiter euh, euh, la mauvaise information qui nous est souvent déversée, quoi. Moi, voilà, je sais pas si ma vision sur la guerre a changé à cause de mes romans ou c'est parce que j'ai ma vision qui a évolué, que j'ai eu envie d'écrire aussi sur ces guerres-là. Vous voyez, enfin, les deux se renvoient un peu la balle, je pense, quoi. Et tout ça pour arriver finalement au troisième roman, donc dans quelques mois, dans à peu près 5-6 mois de Oui, mémoire. Le tome 2 s'achève donc avec l'explosion de la bombe devant le magasin Tati de la rue de Rennes en 86, en oui, septembre 86. Donc on imagine qu'on débutera le troisième avec ça. En tout cas, ça va évidemment s'exporter de manière sur le sol français, une fois oui, de plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette période-là entre 80, j'imagine que ce sera entre 86 et 90 ou oui, 87 tout à et fait. 90? Ouais, tout à fait. Ben là, c'est un peu la généralisation du conflit au Liban qui prend là, les luttes, les affrontements deviennent même intra-communautaires, quoi. Alors que jusqu'à présent, peu ou prou, on se faisait la guerre entre communautés. Là, c'est à l'intérieur même des communautés, par exemple, chez les chrétiens, Michel Aoun et Jaja vont s'affronter, quoi. L'armée libanaise, donc dirigée par Michel Aoun, le président, et les forces libanaises vont s'affronter, mais aussi chez les chiites, le Hezbollah va affronter d'autres partis chiites, quoi. Et on a dit que il y avait eu plus de victimes dans ces affrontements intracommunautaires que dans les affrontements entre les communautés, quoi. Ce qui prouve quand même que la guerre prend un tournant comment on pourrait dire, terrible et que et c'est à un moment les chrétiens parleront de guerre d'extermination, c'est dire si on veut vraiment faire rendre gorge à son ennemi, quoi. Ça, c'est une chose au Liban, mais effectivement, cette guerre s'exporte à l'étranger et s'exportera sur le sol français par une campagne d'attentats terroristes, quoi. Et donc, qui va faire une vingtaine, une trentaine de morts, mais des centaines de blessés, qui va traumatiser aussi. Cette guerre va s'internationaliser. Cette guerre que on a du mal à nommer, que je disais tout à l'heure que les Libanais appelaient ça la guerre des autres, parce que les pays viennent se faire la guerre sur leur propre sol. On appellera ça aussi la petite guerre mondiale, tant il y avait de pays étrangers et de partis différents, c'est qu'on va appeler ça la petite guerre mondiale, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Et d'autant plus qu'elle va s'exporter à l'étranger, et particulièrement en France, quoi. Donc c'est un peu une guerre totale, si on peut dire, et qui va se clore par un accord qui sera signé en Arabie Saoudite à Taïf et qui va mettre une fin officielle à cette guerre du Liban, quoi. Je dis officielle parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle s'est jamais terminée et surtout, elle a été imposée par l'étranger. Les Américains se sont entendus avec les Russes, mais aussi avec les Syriens pour mettre un terme à cette guerre. Comme si, à un moment, on pouvait pas s'en sortir autrement que en disant stop, quoi. Et puis officiellement, et tant pis si les combats continuent, et tant pis s'il y a encore des morts, et tant pis s'il n'y a pas des des circonstances favorables à une paix durable et tout ça. On arrête, quoi. En France, ça va être un peu la même chose. D'ailleurs, on va vite oublier la guerre du Liban parce que le mur de Berlin va tomber. Et tout d'un coup, la guerre froide n'a plus aucun sens, disparaît. Et puis après, on va rentrer dans les années 90 où il y aura cette guerre des Balkans en ex-Yougoslavie, un génocide au Rwanda et tout ça. Tout d'un coup, là, les yeux de l'Occident vont se déporter ailleurs, quoi. On va sortir de la guerre du Liban d'une certaine manière, comme par lassitude. Je mets tout ça entre guillemets, évidemment, quoi. Mais parce que c'est terrible, parce qu'il y a des morts et tout ça, mais on sort de cette guerre et en fait, qui ne s'arrête pas vraiment, quoi. Je crois. Et ça s'appellera Que s'obscurcissent le soleil et la lumière. Une fois Ouais. de plus, trois titres incroyables, là aussi. Comment vous choisissez ces titres-là? Je pense que vous êtes assez fiers de ces trois titres. Vous avez toujours eu finalement cette appétence pour ces titres extrêmement puissants, extrêmement parfois poétiques,
mais avec un sens déjà qu'on découvre, qui nous appelle pour lire le livre. Je trouve Bah, de que toute manière, le titre, ça peut servir à ça, à donner envie de lire un livre. Moi, il y a des livres que j'ai lus sur un titre, hein, effectivement. C'est pareil pour la couverture. La couverture est très importante finalement, mais ça, c'est un domaine qui dépend plus de mon éditeur que de moi. Le titre, par contre, moi, j'ai la chance, ça a tout le temps été les miens. J'ai de la chance parce que par contrat, je crois, c'est tout le temps le cas, en tout cas c'est mon cas, l'éditeur pourrait changer le titre, quoi. Moi, ça a tout le temps été les miens. Et ouais, je suis assez attaché à ce titre. Je suis pris entre deux envies. Soit mon titre, il résume ce que je vais dire dans le roman, ou alors, au contraire, il est assez poétique pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus large que mon roman. Je sais pas trop. Néanmoins, ce titre, moi, je le trouve toujours après avoir écrit une grosse partie du roman, quoi. Soit c'est parce que je tombe sur une phrase nul ennemi comme un frère, ça vient d'un poème indien. Donc c'est vraiment pas le Liban, mais un truc que j'ai lu et j'ai lu cette phrase qui était d'ailleurs nul ennemi tel qu'un frère. Et je me suis dit, putain, c'est ce que je suis en train d'écrire, quoi. Je suis en train d'écrire sur un pays qui a vécu plus ou moins, comme on disait tout à l'heure, en bonne relation et qui tout d'un coup fait la guerre à son voisin, quoi. Et qui plus tard va faire la guerre à son frère à l'intérieur des communautés. Et je me suis dit, cette phrase de ce poème correspond complètement, quoi. Voilà, je l'ai trouvé comme ça. Des fois, c'est plus réfléchi, des fois, enfin, je veux dire, je trouve un titre, mais qui me plaît pas et je travaille un peu sur la sonorité et tout ça. Donc, il n'y a pas non plus, là encore, de théorie fixe et définitive. Mais oui, je pense que le titre est important euh, en beaucoup de choses. Dans le roman, comme dans le cinéma, le titre peut vraiment ouais, porter le lecteur à faire le premier pas vers une œuvre, quoi. eh bien, c'est le moment du deuxième extrait, Ah oui. Frédéric. Le jeune Français, celui qui travaille à l'université, celui qui parle l'arabe, a l'air mal en point. Les autres, plus vieux, semblent en meilleure santé. C'est bien la preuve que l'Occident est corrompu, se moque Abdul Rasoul Alamine. L'Occident est corrompu et sa jeunesse est faible. Elle s'apitoie sur son sort dès que son confort est remis en question. Les miliciens qui gardent les otages sont vautrés sur des canapés. Deux d'entre eux jouent au backgammon. Il y a même un cendrier qui déborde de mégots sous la table. Alamine se promet de les tancer sur leur accoutrement, sur leur façon de se tenir et de vivre, mais pas devant les otages, pas devant les Français. Il observe le jeune Français allongé sur le lit dans une cellule. Son visage est tout de même gris vert. Peut-être qu'il faudrait la faire examiner par un docteur, dit Zia. On ne peut pas. Ce serait trop dangereux. Nos ennemis nous cherchent, je te rappelle. Il n'est pas nécessaire de le faire sortir. On pourrait faire venir un docteur. Alamine souffle longuement. Nous devrions tuer ce docteur ensuite. Les deux miliciens, assis sur le canapé, lèvent les yeux du plateau de jeu. Pensent-ils qu'ils n'auront pas à tuer les otages? Pensent-ils que leur rôle consiste seulement à fumer des cigarettes et à jouer au backgammon? Nous avons un docteur, continue Zia, le juif. C'est vrai, dit Sitaf Saïdi. Ce juif pourrait le soigner. On verra, murmure Abdul Rasoul Alamine. Pour l'instant, il doit se concentrer sur sa mission. Aujourd'hui, Imad Mounier lui en a confié une délicate, une mission qui a nécessité une préparation aussi importante que les attentats ou les enlèvements. Si ses chefs refusent que le jeune Français soit soigné par des médecins à l'extérieur, ils ont décidé de lui accorder une visite à sa femme. C'est de la folie, a pensé Alamine. Il ne s'explique pas la raison de cette décision.
Il ne croit pas qu'Imad et les autres éprouvent quelque compassion à l'égard de leurs prisonniers. Alors, est-ce une façon de narguer les autorités françaises ou est-ce pour briser encore plus les otages? Sitaf et les deux gardes entraînent l'otage dans la Mercedes blanche. Tu ne viens pas, dit-il à Zia. Celle-ci a un instant d'hésitation, puis s'écarte. Alamine prend le volant de la Mercedes, quitte le parking souterrain. L'otage est allongé sur le sol, au pied de la banquette arrière. Il est recouvert d'une couverture et Sitaf a instruction de l'abattre en cas de danger. La nuit est tombée lorsqu'il s'arrête devant une maison à Beyrouth-Ouest. Abdullah Rasoul Alamine observe la rue devant lui. Le quartier est musulman, mais les musulmans sont capables de trahison, eux aussi. Il faut être méfiant, toujours méfiant. À l'arrière, Sitaf et le jeune milicien gardent leurs pieds sur le prisonnier. Ils ont l'air inquiets. Les miliciens poussent le Français jusqu'à l'entrée de la maison. Alamine frappe à la porte. Une femme leur ouvre. Il reconnaît la femme du Français, une Syrienne, une fille de la grande bourgeoisie chrétienne d'Alep. Elle aussi doit renseigner le Mossad et la CIA. Il la repousse du canon de son pistolet jusque dans le salon. L'intérieur de la maison est vert. Les meubles et les moquettes sont verts, verts comme le visage du jeune Français qui se jette dans les bras de sa femme. La femme ne semble pas apprécier l'étreinte de son mari. C'est comme si elle ne le reconnaissait pas. Le Français raconte d'ailleurs n'importe quoi. Il faut que tu leur dises, il faut que tu leur dises, je ne veux pas quitter le pays maintenant, il faut que je finisse mon travail ici. On dirait qu'il délire. Alamine les sépare. Le Français va dans la chambre, là, il embrasse ses filles, des bébés ou presque, qui dorment dans un lit et un berceau. Il leur dit quelques mots à l'oreille. Voilà. Alamine a accompli la mission confiée par Imad. Sa tête bourdonne légèrement. Il refuse de croiser le regard de la femme, de penser à la sienne, à sa fille. Il refuse de se demander pourquoi cette maison est toute verte. C'est comme ça, c'est la guerre. Il saisit le Français par le bras et l'entraîne brusquement à l'extérieur. Sa femme demande des explications. Elle voudrait savoir quand ils vont relâcher son mari. Pourquoi il a l'air si mal? Sitaf lève sa kalachnikov et l'index sur les lèvres lui fait signe de se taire. Alamine pousse le Français à l'arrière de la Mercedes. Sitaf et le jeune milicien le forcent à se coucher et le recouvrent de la couverture. Lorsqu'il démarre, Alamine voit la femme du Français sur le pas de la porte. Il voit surtout son regard de colère, ses mains qui tremblent. C'est une histoire vraie, ça, c'est une histoire assez dingue. Les gens du Hezbollah ont sorti un des Français, c'est Michel Seurat qui va mourir dans les geôles du Hezbollah et l'ont sorti comme ça pour 1 heure à peine et ils l'ont emmené dans la maison à Beyrouth-Ouest qu'il occupe avec sa femme et simplement pour lui faire voir ses enfants. Personne ne sait vraiment pourquoi. Euh, Ni la femme de Michel Seurat qui raconte cette histoire, ni les autorités françaises ou libanaises ou même des témoins chiites. Mais en tout cas, le Français a été ramené dans le sous-sol de la banlieue sud et quelques semaines après, il va mourir, semble-t-il, d'un cancer du pancréas, quoi, qui aurait pu être soigné d'un cancer ou d'une chose qui s'en approchait, je sais pas. En tout cas, c'est le seul Français qui est mort au Liban en tant qu'otage, quoi. Mais c'est une vraie histoire, quoi. Voilà. Je pose toujours deux questions récurrentes à chaque invité. La première, c'est celle de l'auteur méconnu ou du livre méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour, Frédéric. Alors, il est pas tant méconnu que ça, mais en fait, c'est un bouquin que moi j'ai adoré quand j'étais gamin, et c'est peut-être ce qui m'a dit que la littérature était une chose que je pouvais envisager peut-être dans mes rêves les plus fous. Mais en tout cas, c'est là j'ai je sais pas si il se voit vraiment, c'est La guerre des boutons. Alors, c'est un livre connu, mais Louis Pergaud, l'auteur. Je doute qu'il soit très connu encore. C'est un type qui a quand même eu
en 1912 le prix Nobel, je crois, ou 1910, donc qui a pris le prix Nobel, mais qui a eu la malchance de se faire tuer, comme la plupart de ses camarades du même âge, en 1915 pendant la Grande Guerre, quoi. Et ce bouquin, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. C'est un bouquin que j'ai relu en étant adulte, hein. Là, j'ai une édition qui est faite par Gallimard et qui est illustrée par une dessinatrice qui s'appelle Florence Sestac et qui est vraiment super. Le bouquin est super, mais le roman de Pergaud est vraiment un roman qui a bercé mon enfance et qui parfois me tient encore aujourd'hui, quoi. Donc Une autre voilà, histoire de Louis guerre. Pergaud, si on peut dire. Une autre histoire de guerre, donc. Mais bien Oui, sûr. c'est vrai, mais c'est vrai, oui, oui, oui. La deuxième question, c'est celle de se transposer dans un personnage de fiction. Donc ça peut être littéraire, ça peut être cinématographique ou autre, Ouais. mais de vous transposer pendant 24 heures dans un personnage. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous auriez changé son destin? Je ne savais pas quoi répondre à cette question. Je ne sais pas. Parce que changer le destin d'un personnage de roman ou de cinéma, c'est souvent enlever ce qui en fait tout le sel, quoi. C'est-à-dire la fin, quoi. Si je change ça, est-ce que ce roman ou ce film aurait un intérêt? Je ne sais pas. Néanmoins, j'ai pensé à un truc et c'est un film, c'est Sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood que je tiens pour un grand film, quoi, romanesque, en diable, triste, vraiment triste. Moi, je l'ai vu plusieurs fois et la fin me brise le cœur, mais c'est vraiment un grand jeu d'acteur aussi. Et là, je me suis dit, alors, si j'avais été Meryl Streep et que j'étais sorti de la voiture quand son mari vient la chercher, enfin, et qu'elle voit, ou non, ou c'est Clint Eastwood qui part en voiture sous la pluie et et si elle l'avait rejoint, quoi, et si elle était partie avec lui, quoi, est-ce qu'elle avait un avenir avec, comment il s'appelle, Robert Kincaid, je crois, c'est un photographe et tout, qui a une vie incroyable et tout ça. Et je me suis demandé ce qui serait passé. Est-ce que ça aurait été toujours la même belle histoire, aussi triste s'ils étaient partis ensemble et tout ça. Voilà. J'aurais pu faire avec beaucoup de personnages sans doute, mais il m'est venu Qui, ce film. qui eût cru que le roi du Noir aurait répondu la guerre des boutons et sur la route de Ouais, c'est Madison? vrai. C'est quand même Ça, incroyable. eh ben non, mais je lis pas que du roman noir et Et que oui, ou du voilà. gros polar et tout ça. Ouais. Vous déversez tout le noir dans les romans. Ah, mais j'adore, c'est assez incroyable. Et ma dernière question, c'est celle finalement de la suite. Vous nous avez régalé avec la trilogie algérienne, la trilogie libanaise. Est-ce qu'il y a déjà un projet qui germe en vous, on a bien compris que la trilogie libanaise est déjà écrite, hein, Oui, pour le oui, coup. c'est vrai. J'ai pas répondu à cette question, mais le bouquin, le troisième est Voilà. fait. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un autre projet qui germe ou au contraire, il va falloir un petit temps de latence pour digérer ces deux trilogies? Eh ben non, non, enfin j'ai des envies quoi. Ben non, est-ce que ça va arriver au bout et tout. Mais j'ai commencé quand même. Je suis en train d'essayer de bosser sur la classe ouvrière là actuellement, sur la classe ouvrière française. Je trouve que c'est aussi un pan de l'histoire qui est un peu oublié par le roman, par ouais, peut-être par l'art en général de nos jours. Mais j'aimerais parler de cette classe ouvrière d'après-guerre et qui, qui est jusqu'à notre époque, quoi, jusqu'au gilet jaune finalement, pratiquement. Comment cette classe ouvrière a perdu toute sa fierté, quoi, mais aussi tout ce qui en faisait une force de combat, une force culturelle, c'est-à-dire le Parti communiste, des syndicats forts, mais aussi des villes ou des régions ouvrières, la fierté d'être ouvrier, comment ça a disparu, pourquoi ça a disparu, et comment cette classe ouvrière se serait transformée en ce qu'on pourrait presque appeler, qualifier de classe populaire. Comment il existe encore des ouvriers qui n'ont plus comme seule force leurs mains, comme dirait Marx, mais qui travaillent dans des entrepôts Amazon ou sur des centres d'appel, voilà, qui sont
la nouvelle classe ouvrière, quoi, et comment cette classe ouvrière a disparu du paysage français, quoi. Et j'ai envie de faire ça en parlant de grands moments de la lutte ouvrière, que ce soit les grandes grèves dans les mines en 47-48, mai 68 aussi, qui a été, on l'a oublié, une grande grève ouvrière, qui a été un mouvement ouvrier beaucoup plus important que ce que l'histoire en a, enfin, que le livre d'histoire ou que les médias en ont retenu, quoi. Ça n'a pas été simplement une grève étudiante contre-culturelle, ça a été un vrai affrontement ouvrier, quoi. Et ça, je voudrais en parler, différentes grèves comme ça qui ont été oubliées, qui ont parfois été pas soutenues par d'ailleurs le Parti communiste ou les syndicats, quoi. Et par exemple, j'aimerais voir si les gilets jaunes ne sont pas un peu les derniers feux d'une espèce de fierté ouvrière, quoi. Pas que, mais peut-être aussi, ouais. Donc voilà, j'ai dans cette idée de faire un truc un peu qui va donner sans doute des nuits blanches à mes éditeurs, mais enfin bon, j'ai envie de bosser là-dessus, ouais. Ouais. Et comme toujours, avec des personnages, comme le demande JF, Jean-François, je pense, avec des personnages que l'on suivrait sur plusieurs années, c'est aussi cette envie de continuer ce mode de fonctionnement sur une trilogie ou en tout cas sur plusieurs décennies. Ouais, ouais, sans doute un peu dynastique, ouais, faire comme ça, de passer de grands moments ouvriers en grands moments ouvriers avec les enfants et tout ça, et peut-être faire ça sur 3 générations, effectivement, voire plus. Enfin non, 3 générations, c'est déjà pas mal, mais ouais, ouais, essayer de faire un truc comme ça, ouais. Très bien, très bien. Eh bien, on a hâte. Déjà, on va profiter de cette trilogie-là, puisqu'il y a un troisième tome qui sort bientôt. Merci infiniment, Frédéric. Ça fait longtemps que je Merci à voulais vous vous tous avoir. d'avoir été Ça là. Merci fait beaucoup. longtemps, ça fait très longtemps que je veux absolument vous interviewer et c'est vraiment un plaisir parce que ces ouvrages sont incroyables et vous faites l'unanimité en réalité aujourd'hui avec ces ouvrages. Je les remontre, le deuxième tome ici, voilà, et le premier qui est ici, qui est sorti il y a quelques mois. Deux ouvrages passionnants et on a vraiment hâte de lire ce troisième tome et de vous suivre encore longtemps dans cette aventure chez Agulo notamment. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. C'est sympa. C'est super chouette. Au revoir Frédéric, et on espère que, je sais que la visio vous convenait pas forcément au début, mais finalement j'espère que vous avez eu, Ah bah c'était chouette, hein, non, non. Oh, si, que si, vous ça avez me eu ce qu'il convient, fallait. il n'y a pas de problème, hein. Et, c'est génial. Ok. Super. Merci. Merci beaucoup Au Frédéric. revoir. Au revoir à tous.